Je vous propose de passer à la session suivante qui est couple et Huntington. Donc la première intervention portera sur couple et conjoint aidant dans la maladie de Huntington. Elle sera animée par le professeur Antoine, mesdames Meunier et Monceau. Je les invite à nous rejoindre. Oui. Bon, merci beaucoup. Donc pour cette première partie, pour la session 1 de la matinée, donc couple et Huntington. Donc nous sommes ravis d'accueillir Pascal Antoine, qui est professeur de psychologie, responsable du laboratoire Scalab. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais comment ? Membre du laboratoire Scalab, donc sciences cognitives et affectives, Université de Lille, donc en lien avec le CNRS, accompagné de Madame Meunier et de Madame Monceau, qui sont toutes deux psychologues doctorantes en psychologie au sein du laboratoire. Voilà, vous avez 30 minutes. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et alors merci de cette invitation à présenter ces premiers résultats sur cette recherche couple et conjoint aidant dans la maladie de Huntington. Alors, c'est une recherche qui nous tient à cœur. On est une petite équipe, alors on est plus nombreux que 3, mais on est une petite équipe à travailler sur le vécu des personnes malades et l'entourage dans les maladies neuroévolutives. Alors, vraiment tout un ensemble de maladies qui vont toucher la sphère motrice, l'humeur, qui vont toucher également les capacités cognitives, diversement selon les maladies, mais avec des symptômes qui vont progressivement envahir le quotidien, et donc qui vont toucher la vie à la maison, la vie relationnelle, alors qu'on est persuadé que même si beaucoup de choses se jouent dans les interactions entre la personne malade, l'entourage et puis les professionnels de santé, on est persuadé que l'essentiel se joue une fois que la porte est fermée à la maison, dans les relations quotidiennes, dans les interactions. Et on pense que c'est dans ces interactions que se joue une partie du bien-être et de la qualité de vie des personnes. Et donc on cherche à comprendre ces facteurs de bien-être et de qualité de vie. Alors, pendant longtemps, on a travaillé sur d'autres maladies neuroévolutives, notamment la maladie d'Alzheimer de survenue précoce, la maladie de Parkinson. On a un certain nombre de travaux qui se clôturent. Et lorsqu'on a présenté les résultats de ces travaux au CHU, on a été contacté donc par le docteur Simonin pour, avec cette question, est-ce que ce serait intéressant ou pas enfin on avait déjà la réponse, hein, c'est forcément intéressant, mais de transposer ce type de recherche dans le contexte d'une maladie de Huntington. Donc ça a été l'occasion pour nous de découvrir cette maladie. Alors ça a été très bien expliqué là, à la fois neuroévolutive mais également rare, avec tous les enjeux génétiques et familiaux que vous connaissez, je ne vous apprends rien, avec le couple qui est souvent, en tout cas en moyenne, plus jeune que les couples avec lesquels on avait l'habitude de travailler dans d'autres maladies neuroévolutives, et puis également avec une cinétique, une évolution qui est bien particulière. Alors, quand on a regardé la littérature, effectivement, il y a quelques travaux sur le couple, quelques travaux sur les conjoints aidants, peut-être moins développés que dans d'autres maladies neuroévolutives, avec des enjeux autour, on l'évoquera, je pense, dans la journée aussi, hein, autour de la sexualité, autour du désir d'enfant, autour de la structure familiale, autour de l'aide objective qui est fournie par le proche aidant. Alors, nous, on va se focaliser sur le conjoint aidant, hein, c'est pas que on ignore les autres aidants, mais aujourd'hui, en tout cas pour cette présentation, on se focalise sur le conjoint aidant, le vécu subjectif de ce conjoint, et puis une partie de la sphère relationnelle. En revanche, le gros des travaux, ce sont des travaux qui sont liés à la découverte de son statut génétique par la personne, la communication intrafamiliale, l'annonce et les modalités, les protocoles d'annonce diagnostique. Et donc, il reste encore beaucoup à faire autour du couple et du conjoint aidant. Donc, une recherche qui s'intitule Cocoon et qui a 2 volets. Un premier volet, identifier les besoins et les difficultés du conjoint aidant dans le quotidien. Et un deuxième volet qui est le volet couple, comprendre le fonctionnement des couples,
confrontés à cette maladie, et avec deux originalités. D'une part, on s'intéresse à différents temps de maladie parce qu'on fait l'hypothèse que ce qui se joue à un stade débutant n'est pas la même chose que ce qui se joue à un stade avancé. Et puis, on veut avoir pardon, un double regard. Le regard qui est souvent celui un peu traditionnel d'identifier les processus de détérioration de la qualité de vie, mais aussi un deuxième regard qui est autour des processus de résilience, c'est-à-dire tous les processus qui participent au maintien du bien-être pour l'ensemble des personnes vivant à la maison, pour le couple en particulier. On a besoin d'identifier ces processus parce que généralement, on se repose en partie sur ces processus pour développer des accompagnements psychologiques. On est sur une étude qualitative. Vous le voyez, avec 3 stades qui ont été identifiés avec l'équipe clinique, stade précoce ou débutant, stade intermédiaire, stade avancé, avec des entretiens qui peuvent être des entretiens de couple et ou des entretiens avec les conjoints aidants, des inclusions qui sont réalisées dans toute la France, évidemment en majeure partie dans les Hauts-de-France, avec, alors je suis désolé, j'ai peut-être écorché certains noms de centres, je suis désolé. Donc le CHU de Lille, le CHU d'Amiens, la Masse de Dury, également une participation du centre d'Andaille et puis le soutien de l'association Huntington Espoir. Donc là, aujourd'hui, on va vous présenter les premiers résultats autour des entretiens avec les conjoints aidants, stade débutant et stade intermédiaire. L'étude est assez classique pour une étude qualitative. À partir du moment où vous êtes éligible, et nos critères d'éligibilité sont assez larges, hein, il y a une présentation de l'étude par des professionnels de santé. Si un accord de principe pour être contacté, notre équipe vous contacte et on vous explique les tenants et les aboutissants dans le détail de l'étude. Et puis s'il y a toujours cet accord, dans ce cas-là, on convient d'un rendez-vous soit au domicile, ce qui est le cas la plupart du temps, soit dans un centre médical. Se passe l'entretien, qui est un entretien de témoignage essentiellement sur le vécu. Ensuite, on retranscrit ces entretiens, on fait une double analyse qualitative de chaque entretien, et ensuite il y a une mise en commun de cette double analyse et une mise en commun de l'ensemble des analyses, stade de maladie par stade de maladie. Et donc, on va vous présenter déjà les résultats liés aux 2 premiers stades, et je passe la parole à Charlotte Manceau. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vous propose de regarder ensemble les premiers résultats qu'on a donc sur les entretiens qu'on a menés avec des conjoints aidants. Alors ce qu'on sait aussi de la recherche qui porte sur les conjoints aidants, c'est que finalement ils ont besoin d'un accompagnement en lien avec un vécu qui est plutôt difficile au quotidien. Et on pourrait aussi s'imaginer que ce besoin d'accompagnement et ce vécu difficile, il va être croissant et lié bien sûr avec l'évolution de la maladie. Et ce dont on s'est aperçu finalement avec ces premiers entretiens de conjoints aidants au stade 1 de la maladie, c'est que ces conjoints sont en détresse. Même donc alors que la maladie n'est pas encore réellement avancée. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer ici avec les 2 premiers thèmes qui se sont dégagés de nos entretiens. Donc, la spirale infernale et Seul au monde, qui sont eux-mêmes subdivisés en différents sous-thèmes. Alors, on va voir que les témoignages sont assez difficiles et que finalement, ces résultats et ces thèmes sont vraiment teintés, je dirais, du discours et de la détresse des conjoints qu'on a rencontrés. Alors donc pour le premier thème, on a repéré un premier sous-thème qui finalement résume l'envahissement du quotidien par la maladie. Donc avec l'impression pour ces conjoints aidants d'être finalement envahis par cette maladie tout le temps, et aussi avec la difficulté parfois de dissocier le conjoint malade de la maladie. Avec notamment beaucoup d'émotions négatives qui vont être parfois dirigées vers la personne malade et non seulement vers la maladie, avec également l'impression finalement d'être un peu enfermé dans cette maladie et aussi dans la relation
Donc parfois avec l'idée de la loyauté pour le conjoint malade, ou également le respect pour le contrat de mariage, qui donne cette impression d'être un petit peu enfermé dans la relation et la maladie. Et puis également une adaptation qui est constante et qui est très difficile aux symptômes de la maladie, notamment l'apathie, ou également l'agressivité de la personne malade, qui va être source de détresse pour le conjoint aidant. Donc avec des témoignages qui sont, comme vous le voyez, difficiles. Et donc tous ces éléments nous ont permis de nommer ce premier sous-thème l'enfer sur Terre. Le deuxième sous-thème, on l'a appelé s'échapper quoi qu'il en coûte, et il va résumer ici toutes les stratégies qui sont utilisées par les conjoints aidants pour finalement s'échapper de ce vécu et de ces émotions négatives, avec notamment des mauvaises habitudes, entre guillemets, qui sont identifiées par les conjoints aidants, puisqu'elles peuvent avoir un effet à long terme plutôt délétère sur la santé, mais qui sont tout de même utilisées par ces conjoints, puisqu'elles sont identifiées comme étant le seul plaisir face aux émotions négatives, comme par exemple la consommation d'alcool, le tabac, ou bien encore le travail acharné pour un petit peu avoir un espace en dehors de cette pathologie. Une autre stratégie, ça va être également d'aller vers les enfants, de se ressourcer un petit peu avec les enfants, et donc de finalement s'éloigner du foyer, ce qui peut donc être considéré comme un refuge, comme une façon aussi de décharger ces émotions négatives, mais qui peut aussi être identifié comme une source de stress, puisque bien sûr les enfants peuvent être également porteurs de la maladie, et donc c'est un petit peu à nouveau une stratégie qui est à double tranchant. Et puis enfin, une autre stratégie, ça va être de se désengager de la relation de couple, de finalement s'éloigner en fait du conjoint malade, avec aussi la difficulté bien sûr pour ces conjoints aidants de constater à ce moment-là que la relation est en train de se détériorer et que le fossé est en train de se creuser avec la personne malade. Et puis le troisième sous-thème, on l'a appelé pas de happy ending. Donc finalement, il n'y a pas de fin heureuse. Ça résume vraiment un futur qui est envisagé de manière sombre, donc à la fois pour le conjoint aidant, avec l'idée que les projets pour l'avenir sont finalement anéantis par la maladie. Le futur, il est également sombre pour la relation de couple, puisque, comme on l'a dit auparavant, le fossé se creuse aussi entre les partenaires, et il est plus difficile pour les deux partenaires de se retrouver finalement. Et puis, pour le reste de la famille, l'avenir est également envisagé comme étant sombre, notamment pour les enfants, avec l'idée que ce serait même encore pire si l'un des enfants ou les enfants étaient également porteurs de la maladie. Donc avec un petit peu cette vision sombre de l'avenir, quoi qu'il arrive. Là, je vais vous présenter le deuxième thème, donc on a appelé Seul au monde, et qui est également subdivisé en plusieurs sous-thèmes. Donc Seul au monde, premièrement, c'est être un roc pour la famille, le roc de la famille, avec donc ici l'idée de se retrouver un peu seul de manière voulue, entre guillemets, de manière consciente, avec l'idée que certains conjoints veulent être le seul garant du maintien d'un quotidien le plus normal possible. Donc avec l'idée de mettre de côté aussi des aides potentielles, l'aide de l'entourage, l'aide de professionnels, et que là, le conjoint aidant va vraiment se positionner comme étant le seul à maintenir justement un quotidien normal. Le deuxième sous-thème, donc, il résume ici le besoin pour ces conjoints finalement de savoir, de mieux comprendre, d'être davantage informés sur la maladie, de aussi comprendre finalement ce qui est relatif à la maladie et ce qui serait plutôt relatif aussi à d'autres éléments plutôt extérieurs de la maladie, afin de retrouver du contrôle aussi sur le quotidien et plus de capacité à gérer justement les symptômes et le quotidien. C'est aussi ici en lien avec le besoin d'être plus connecté avec des professionnels, d'avoir plus de liens, d'être finalement davantage soutenus et accompagnés, ce qui leur permettrait aussi de retrouver davantage de contrôle sur la maladie et davantage de stratégies.
Alors là, le troisième sous-thème, il est donc en lien, en miroir en fait avec le deuxième. Donc finalement, besoin de savoir, mais pas trop. Ici, ça va vraiment résumer l'idée que là, les conjoints ont besoin d'informations, mais bon, jusqu'à quel point on a réellement envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Avec aussi l'idée que si ces conjoints sont davantage informés sur la maladie, peut-être que ça va les obliger à mobiliser des aides, à mobiliser les professionnels, ce qui ici serait finalement identifié comme le début de la maladie. Ça vient vraiment acter que la maladie est là et donc qu'on est obligé de s'adapter par rapport à cette évolution. Donc voilà pour les premiers résultats qu'on a au stade 1 de la maladie pour les conjoints aidants, et je laisse la parole à ma collègue Mégane qui va vous présenter le stade 2. Alors bonjour à tous. Moi je vais vous présenter donc les résultats qu'on a trouvés pour les entretiens des conjoints aidants au bras 2. À savoir que dans ce stade intermédiaire, l'accroissement des symptômes est tel que la maladie vient cette fois s'ancrer dans le quotidien, ce qui va venir modifier à la fois les enjeux, les difficultés, mais aussi les moyens de faire face des conjoints qu'on a rencontrés. Donc les analyses ont permis de ressortir à nouveau 2 thèmes qu'on a subdivisés en différents sous-thèmes, donc à savoir tout mettre en pause et lutter pour préserver, qui sont 2 thèmes qui viennent mettre un peu en avant un dilemme. Merci, pardon. Un dilemme que les conjoints aidants ont rencontré, qui est à la fois de vivre et de se conformer à une maladie qui est omniprésente dans le quotidien, et en même temps la volonté de faire un peu comme si cette maladie n'existait pas. Donc, dans le premier thème, tout mettre en pause, on a trouvé pour le premier sous-thème, maintenir une vie normale. C'est l'idée pour les conjoints aidants de faire en sorte de faire pause sur la maladie, de retrouver un quotidien qui ne soit plus empreint de celle-ci. En effet, ce qui est revenu, c'est que les conjoints aidants au stade 2 se sentent suffisamment informés sur la maladie, se sentent également suffisamment aidés de la part des professionnels, il y a suffisamment d'aide à la maison, et donc ils aimeraient pouvoir retrouver un quotidien où celle-ci puisse à un moment donné disparaître. Pour ça, plusieurs stratégies sont mises en place. Il va y avoir le refus d'avoir de nouvelles informations, puisque l'idée étant qu'ils sont suffisamment bien informés, mais aussi un refus de communiquer avec la famille, par exemple, où on va vouloir passer des dimanches en famille et on va plus vouloir que le sujet principal soit la maladie. Il va y avoir également d'autres stratégies qui sont mises en place, comme de la rationalisation des conséquences de la maladie, de la réévaluation positive des situations ou encore de la suppression émotionnelle, par exemple. Une autre façon de tout mettre en pause pour les aidants, c'est de se retrouver, c'est le besoin des autres pour être seul, pardon. L'idée ici, c'est de faire pause dans le quotidien. Ce qui est revenu des entretiens, c'est que les conjoints aidants nous rapportent qu'ils ont besoin d'avoir des temps de répit, des temps hors de la maison. Ces temps-là sont importants pour se retrouver du temps pour soi et pour pouvoir se ressourcer. Ça va être par exemple jardiner, bricoler, peu importe, mais en tout cas s'extraire à un moment donné du domicile et de la maladie. Ces moments de répit sont donc très importants et sont généralement permis par le soutien des professionnels et de l'entourage. En effet, on a pu rencontrer certains conjoints qui, quand ils ne se sentaient pas suffisamment aidés, ne pouvaient pas bénéficier de ces moments de répit et donc se retrouver un peu reconfrontés à nouveau dans la spirale infernale qu'on a expliquée précédemment, avec la réapparition de symptômes dépressifs, par exemple. Et finalement, tout mettre en pause, c'est aussi faire une pause sur le moment présent. C'est vivre au jour le jour pour les conjoints aidants. C'est un peu la volonté de se réancrer dans le moment présent et de mettre de côté l'avenir. À nouveau, parce que l'avenir est perçu de façon assez catastrophique pour soi, pour son partenaire malade et également pour les enfants, avec le risque génétique que ça entend. Alors, d'un côté, on a vu tout mettre en pause, donc cette volonté de vivre, finalement, de mettre de côté la maladie, qui est pourtant, comme je vous l'ai dit, omniprésente. Et ça, c'est l'objet du deuxième thème qu'on a appelé « Lutter pour préserver ». Le premier sous-thème, on l'a intitulé « Je dois être un ou une super aidante ». Ça vient faire référence au nouveau rôle qui est endossé par le conjoint, à savoir être aidant, et auquel maintenant il s'identifie aussi à ce stade intermédiaire. Un rôle qui va être endossé pour plusieurs raisons. D'abord pour l'autre, on en a parlé, l'idée de loyauté, l'idée de contrat de mariage, mais aussi parce qu'à partir de maintenant, les symptômes sont tellement évolués que j'ai aussi le sentiment que l'autre a besoin de moi, qu'il ne peut plus faire sans moi et donc quelque part, je ne peux plus partir.
C'est aussi un rôle qui peut être endossé par les aidants parce que ça fait écho à leurs valeurs et à leur personnalité. À savoir, on a par exemple des aidants qui rapportent avoir déjà avoir été aidants dans le passé, avoir comme valeur de prendre soin des autres plutôt que de soi. Et donc, ça vient un peu les conforter dans comment ils se reconnaissent aussi dans leur personnalité. Et finalement, il y a aussi une dimension sociale de ce rôle d'aidant avec pour certains aidants qui ont déjà connu la maladie par le passé, l'idée d'avoir vu un beau-père, une belle-mère avoir elle-même ou lui-même été aidant et vouloir ou pas se conformer à ce qui a été vu pour rendre le meilleur possible au partenaire malade. Le deuxième sous-thème de cette lutte, ça va être de soutenir l'autre. La plus grande volonté des conjoints aidants qu'on a rencontrés à ce stade intermédiaire, ça reste de stimuler l'autre et surtout de maximiser, de l'aider à rester autonome sur les tâches de la vie quotidienne, par exemple. Avec cette fois une différence entre les conjoints qui ont déjà connu la maladie par le passé et ceux pour qui c'est nouveau. Avec l'idée que ceux qui ont déjà connu la maladie rapportent avoir eu des apprentissages du passé. C'est-à-dire, j'ai vu ma belle-sœur ou mon beau-frère avoir tel ou tel symptôme et je sais quoi mettre en place pour mieux aider le partenaire malade, mon partenaire malade. Ce qui n'est pas retrouvé chez les aidants qui n'ont pas connu la maladie. Et finalement, en lien avec soutenir l'autre, la dernière idée, c'est de le soutenir, oui, mais jusqu'où et à quel prix. Et ce dernier sous-thème, il vient avant tout mettre en avant l'épuisement des aidants qu'on a rencontrés, qu'ils ressentent eux-mêmes, bien que les limites soient toujours dépassées, mais qui est aussi reconnu par les autres membres de la famille qui avertissent un peu ce conjoint et lui montrent qu'il y a des premiers signes d'épuisement. Et finalement, il y a également les inquiétudes qui sont exprimées par les conjoints aidants par rapport à l'avenir, à savoir que faire quand les maladies quand les symptômes vont devenir tellement importants que je ne vais plus pouvoir conserver la vie normale dont on a parlé dans le premier thème et que la confrontation avec le futur va devenir cette fois inévitable. Donc voilà un peu pour les résultats des conjoints aidants au stade 2 et je vais laisser Pascal-Antoine conclure. Quelle responsabilité. Donc, juste quelques mots de conclusion. Alors effectivement, les résultats sont pas forcément faciles à entendre et à communiquer. Et quand on a ces résultats, on peut avoir l'impression d'un certain, on va dire, déterminisme, une chape de plomb qui est là. Je pense qu'il faut avoir en tête qu'on a là tout un ensemble de tendances et que ces tendances traduisent en fait des dynamiques bien distinctes. Alors on l'a vu d'un stade à l'autre, mais également à l'intérieur de chaque stade. C'est-à-dire que tous les conjoints ne vont pas passer par l'ensemble des points qu'on évoque là. Ce sont des tendances qui viennent plus ou moins teinter la vie des conjoints aidants. Aujourd'hui, notre conclusion, elle va vers la suite, c'est-à-dire qu'on veut compléter ces résultats avec les résultats à un stade avancé, parce qu'on pense qu'on va encore avoir d'autres résultats que cela à un stade avancé. Et puis, une fois qu'on a ces 3 stades, c'est de comprendre les trajectoires possibles. Ce n'est pas uniquement faire une photographie stade par stade, mais essayer de comprendre les différentes étapes et les trajectoires typiques que peuvent vivre les aidants, parce qu'à partir du moment où on sait identifier ces trajectoires, on peut anticiper ce par quoi vont passer les conjoints aidants et identifier les besoins et donc, alors pas suranticiper leur vécu, mais en tout cas anticiper suffisamment pour mettre à disposition les aides dont ils pourraient vouloir se saisir. Et puis donc, concevoir des accompagnements, alors des accompagnements individuels, mais également dyadiques. Là, aujourd'hui, ce sont les résultats individuels qu'on vous a présentés, les résultats des conjoints. On poursuit actuellement les inclusions, y compris auprès des conjoints aidants, mais surtout, on poursuit les inclusions de couples pour recueillir cette diversité de témoignages au stade débutant et intermédiaire, et puis aussi pour pouvoir aller sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les facteurs de résilience. Là, on a des choses qui sont plutôt négatives. On a besoin d'aller chercher les facteurs de résilience, les facteurs dans la relation qui viennent soutenir l'un et l'autre, et puis l'ensemble de l'entourage. Donc voilà, c'est un petit peu de marketing, hein. C'est un appel, si vous avez dans vos connaissances des personnes qui seraient susceptibles de témoigner, n'hésitez pas à venir nous en faire part. On est vraiment à la recherche du maximum de témoignages.
Je vous remercie pour votre attention et on reste pour les questions qui pourraient survenir.